Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Un petit signe de la tête de ceux que je vois. Voilà. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie de la journée, première table ronde de CRNBM en ligne. Alors, je me présente, je m'appelle Damien Poncet, je fais partie du CA de la CIM et je travaille à la Médiathèque musicale de Paris. Comme vous le savez, le thème de ces RNBM, on l'avait choisi en 2019. Il l'est toujours dans une grande partie l'accueil, le marketing, l'advocacy. On reviendra sur ces termes qui ont déjà fait parler dans le chat tout à l'heure. Les bibliothèques musicales transmettent ces valeurs et construisent sa communication. Elles ont été reportées en 2020 à cette année qu'on fait en visio. Il nous paraissait absolument inconcevable de ne pas aborder ce sujet du Covid, de la musique, des bibliothèques. Et donc, on a choisi d'y consacrer cette première table ronde. Contrairement à cela, je vais vous demander en fait si vous avez des questions, d'essayer déjà de les formuler pour qu'on puisse bien les reformuler ensuite. Ce sera Amandine Minard, vice-présidente de la CIM, qui va les prendre, qui va les lire, mais cette fois, adressez-les à juste tous les panélistes. Comme ça, on se concentre sur les propos et puis on essaiera à la toute fin de reprendre toutes les questions. Donc, si vous pouvez poser vos questions en choisissant les panélistes uniquement et non pas tout le monde, et puis on essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. Pour aborder cette question très vaste de musique Covid et bibliothèques, on a choisi d'essayer, alors il n'y a pas d'idée de spécialement apporter des réponses toutes faites, enfin voilà, c'est plutôt essayer d'avoir plusieurs points de vue différents. Donc pour cela, on a convié Sanfir Fanon, qui est journaliste et cofondateur du média Les Jours, qui est aussi un auteur d'un classique, Le Boulevard du Stream, qui va s'intéresser, mais on en reviendra tout à l'heure, sur la façon dont le Covid a bousculé nos habitudes d'écoute et aussi les plateformes, puisqu'il scrute particulièrement la vie des plateformes et des plateformes de streaming. Adrien Remeden, qui est bibliothécaire musical, mais qui va ici plutôt s'exprimer en tant que fondateur en tant que directeur artistique de l'association 45 Tours, qui est une association bien connue des bibliothécaires musicaux, puisqu'elle propose des opérations de médiation culturelle autour de la musique pour les bibliothèques, vraiment à destination des bibliothèques. Anne-Laure Charrier, qui est une directrice de la Médiathèque musicale de Paris, qui a pris ses fonctions il y a 2 mois environ, même si je sais qu'elle travaille sur le sujet depuis un peu plus longtemps, et qui donc succède à Marc Crozet, qui a été nommé, enfin, membre honorifique ce matin, membre d'honneur, je crois, ce matin. Et pour commencer, on est très content d'accueillir Jérôme Belmont, qui est déjà intervenu ce matin dans le discours inaugural, donc, il est chef du département des bibliothèques au service du livre et de la lecture au ministère de la Culture. L'idée un peu de cette table ronde, comme je vous dis, il n'y a pas de réponse à apporter, c'est pas fini, on ne sait pas trop où on va, mais d'essayer d'avoir plusieurs points de vue. Et on va commencer par celui de Jérôme Belmont, qui, bon, je vais laisser peut-être se présenter plus en détail, mais qui a évidemment une vue d'ensemble, une vue en provenance du ministère de la Culture, des bibliothèques, peut-être pas de la musique en bibliothèque, mais disons que c'est évidemment notre cadre de travail. Et après, on va approfondir les différents points de vue. Je vous laisse la parole. Un très grand merci. Donc, je me représente, je suis Jérôme Belmont et je dirige donc le département des bibliothèques au service du livre et de la lecture, donc au ministère de la Culture. Mon propos va être très général et de ce fait assez bref sur la situation des bibliothèques en général et par rapport au Covid. Donc, comme vous le savez tous, les bibliothèques constituent l'établissement culturel et j'assimile à ce stade de généralité les bibliothèques universitaires, bien évidemment. Donc, sont les établissements culturels qui sont restés le plus ouverts, si j'ose dire, dans la période qui vient de se passer. On peut le regretter tout à fait pour les musées, pour un certain nombre d'autres établissements culturels, notamment du spectacle vivant. Mais dans les faits, les bibliothèques sont les établissements culturels qui ont le moins fermé, si j'ose dire, en 2020 et au début 2021, puisque seules les 2 périodes de confinement ont vu les portes des bibliothèques se fermer, mais ont vu aussi se mettre en place des solutions de repli durant ces périodes de confinement où certes les locaux des bibliothèques étaient fermés au public, mais les bibliothèques continuaient à fonctionner et à développer, on va y venir, une offre de services innovante. Donc déjà, ce point important qui me paraît utile de rappeler, on le sait tous,
Alors, on n'a pas de statistiques, nous, fiables. C'est d'ailleurs un problème général des bibliothèques, je ne vais pas insister là-dessus. C'est l'absence de mode de comptage systématique à l'entrée des bibliothèques qui fait qu'il est toujours difficile de reconstituer un chiffre de fréquentation pour les bibliothèques, à la différence du musée ou de cinéma où il y a l'émission d'un ticket. Et donc, on compte les tickets et donc on peut savoir combien il y a de visiteurs dans un musée, dans un cinéma, dans une salle de spectacle, dans les bibliothèques, dont l'accès est libre et le plus souvent est gratuit, même pas le plus souvent, on souhaite qu'il le soit de manière systématique, libre et gratuit. En l'absence de système de comptage à l'entrée des bibliothèques, on n'a pas de méthode aussi fiable pour avoir une idée de la fréquentation. Donc, mais sur la base quand même de premiers chiffres sur 2020, alors on a des chiffres précis pour les deux grandes bibliothèques nationales que sont la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque publique d'information. On s'aperçoit qu'en 2020, la fréquentation a été égale à un tiers de ce qu'était la fréquentation en 2019. Donc on a perdu les 2 tiers du public du fait des périodes de fermeture pendant les phases de confinement et du fait aussi des restrictions et des jauges restrictives qui ont été mises lors des phases de reprise. Donc, pour la BNF et la BPI, les deux chiffres concordent, on est à peu près un tiers de fréquentation. On a des remontées d'autres bibliothèques municipales, alors plutôt importantes, donc ça ne vaut que pour ce qu'elles représentent, comme Lyon, Moulins ou Bordeaux, dans lesquelles la fréquentation est plus élevée et on pourrait atteindre dans certaines bibliothèques jusqu'à 50% de fréquentation. Donc, on n'aurait perdu que la moitié du public en termes de fréquentation physique. Je parle bien de la fréquentation physique. L'emprunt des documents se serait, lui, davantage maintenu. Les premiers retours qu'on a, alors à prendre vraiment avec des pincettes pour parler familièrement, montrent que les retours en 2020, on aura un niveau d'activité qui représenterait entre 60 et 90% de l'année d'avant. Alors, je redis, ce sont des chiffres vraiment, c'est des données non scientifiques faites auprès de sondages auprès de bibliothèques. On va lancer une étude plus solide pour avoir l'impact du Covid sur la fréquentation physique des bibliothèques et sur les emprunts de documents en 2020 et au début 2021. Mais donc, on voit quand même que les bibliothèques ont réellement continué à fonctionner avec des niveaux différents selon les bibliothèques, selon les régions, mais il y a eu une vraie activité. Par ailleurs, pour le coup, on avait mené 2 enquêtes en 2020, ce qu'on appelle des enquêtes flash, en mars, où on avait eu 620 réponses auprès de bibliothèques municipales et de bibliothèques départementales. Et en juin, où on avait limité le champ d'études, on avait 85 réponses. Donc, ça vaut ce que ça vaut, mais ces 2 enquêtes portaient sur les ressources numériques qu'avaient offertes les bibliothèques pendant la période de confinement, la première période de confinement. Et en juin, c'était pour les suites éventuellement. Et donc, on observe que les bibliothèques ont très largement renforcé leur offre numérique pour satisfaire les demandes des usagers. Parfois, du reste, elles l'ont fait par le biais de réarbitrage budgétaire au sein de leur budget d'acquisition en réduisant les budgets réservés aux achats de documents physiques pour faire monter le budget des ressources numériques. C'est d'ailleurs une des raisons, je fais une parenthèse, pour lequel, dans le cadre du plan de relance, le ministère de la Culture et le gouvernement portent une mesure de soutien aux acquisitions de livres papier en 2021 et en 2022 pour rééquilibrer les choses entre les budgets documentaires consacrés au numérique et consacrés au physique. Alors, je sais, ça ne porte que sur le livre et je pense qu'un certain nombre d'entre vous vont râler contre le fait que ça ne porte pas aussi sur les disques et les vinyles. Donc, j'assume, j'anticipe le reproche tout de suite. Par ailleurs, cette étude a montré qu'en avril, qui était le moment où les usages numériques ont atteint leur sommet, si j'ose dire, on a observé plus 175% d'usages sur la musique en ligne offerte par les bibliothèques. Donc, d'une certaine manière, il y a eu aussi, et c'est un des aspects importants de cette crise, malheureux, mais c'est comme ça, une augmentation de l'offre de ressources numériques par les bibliothèques. Au-delà même de l'augmentation des ressources numériques, il y a eu l'invention de nouveaux services, de nouvelles formes pour toucher le public. On l'a tous vécu, on a tous été épatés par l'imagination de nos collègues qui ont inventé
Alors, dans tous les secteurs, aussi bien pour la lecture de contes, aussi bien pour des jeux, qui ont inventé des expériences nouvelles en ligne, en direct, avec ou sans rendez-vous. Et on a tous fait ça pour garder notre public, si je dis, pour toucher de nouveaux usagers. La mise en place de services culturels en ligne. Et je ne doute pas que du côté de la musique, il y ait eu là aussi des innovations avec la mise en œuvre de playlists ou que sais-je. Je pense que c'est des sujets qu'on évoquera. Donc voilà, dernier point sur lequel je voudrais insister. Donc après, le premier point, c'est les bibliothèques, certes, ont connu la crise, mais peut-être moins que d'autres. Deuxième point, il y a eu une capacité de réaction, d'innovation sur le numérique. Et dernier point, on l'a déjà dit ce matin, et je serai bref, mais cette crise a montré, je crois, notre capacité à travailler de manière collective. Alors, du point de vue du ministère, c'est très largement avec des associations nationales qui sont vos relais. Et donc, je l'ai indiqué ce matin, mais il y a eu un travail euh, intense, très suivi, de concertation entre l'administration et 5 grandes associations, l'ABF, l'association des directeurs de bibliothèques, de grandes bibliothèques, la DBGV, l'association des directeurs des bibliothèques départementales, Bibliopad qui représente les bibliothécaires en charge du patrimoine, l'association des conseillers livres et la CIM qui était à la table des discussions. Et donc, on a essayé, au travers de ces échanges réguliers et suivis, on a d'ailleurs un échange vendredi prochain, j'espère qui permettra d'avancer pour voir comment on peut alléger éventuellement la quarantaine des documents selon les régions, puisque comme vous le savez, c'est une difficulté qu'on a, c'est que le virus ne circule pas au même moment, de la même façon dans toutes les régions. Et si à l'heure actuelle, en PACA, en Île-de-France et en Nord-Pas-de-Calais, effectivement, la situation est assez grave, ce n'est pas tout à fait la même chose en Bretagne ou sur la façade atlantique où le virus circule moins. Et donc, il faut aussi être en capacité d'adapter un certain nombre de recommandations aux situations locales en laissant les collectivités territoriales décider in fine de l'application des mesures. Donc voilà les 3 points que je souhaitais mettre en avant. J'espère que je n'ai pas été trop long et je laisse la place à la discussion. Je vous remercie de nous avoir donné un peu comme ça, comme je le disais, c'est une vue d'ensemble de ce qu'a été la vie des bibliothèques, même si je pense que tous les collègues se sont rendus compte qu'en effet, les bibliothèques ont été parmi les premières à ouvrir, à trouver des systèmes pour continuer notre travail, même en service dégradé, comme on avait coutume de le dire. Maintenant, je vais passer la parole à Sofian Fanen, donc, comme je disais, qui est journaliste pour le média Les Jours, et qui scrute au long cours, et bien avant le Covid, la vie des plateformes et disons, la vie et l'économie et tout ce qui est autour des plateformes de streaming. Il a contribué au Focus Music qui est paru dans le numéro bibliothèque de l'ABF, justement où il est revenu sur notamment un article qu'il y avait eu dans Ouest France, il me semble, où il avait un peu parlé voilà, des habitudes d'écoute pendant le Covid, de la baisse de certains services, enfin, les gens ont moins écouté de streaming à cette occasion-là. Et c'est un peu pour ça, pour parler de tout ça, d'avoir sa vision des choses, qu'on a convié Sofian. Merci d'avoir accepté et je te laisse la parole. Je vous laisse la parole. Merci Damien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous de m'accueillir une nouvelle fois à ce congrès. C'est toujours intéressant. Attendez, je vous ai même fait des belles slides. Je vais essayer de les partager. Voilà, ça fonctionne. Donc, comme disait Damien, je vais me concentrer sur vraiment l'écoute de la musique sur les plateformes de streaming musical, alors audio et vidéo, parce que YouTube est évidemment une plateforme de streaming musical aussi, en laissant de côté ce qui, alors pas totalement, vous allez voir à la fin, mais en laissant en bonne partie de côté l'impact sur les artistes et en laissant de côté, bien entendu, aussi la pratique instrumentale qui mériterait un sujet en soi, qui a été, voilà, qui a été un sujet pendant ces confinements. Vous avez vu, les ventes d'instruments ont été sensiblement modifiées aussi. Donc, les confinements ont eu un impact différent, mais en tout cas sur l'ensemble de la chaîne musicale. Effectivement, comme disait Damien,
au début du confinement, j'ai eu un coup de fil d'un journaliste de Ouest France qui me demandait mais comment ça se passe sur les plateformes, etc. Et j'étais en train de regarder ça, moi, pour un article pour le média en ligne qui s'appelle Les Jours. Et on était exactement vraiment dans la première semaine du confinement. Alors, cette semaine-là a été, donc la semaine, il y a un an, tout juste, hein, on était en train de vivre cette semaine-là. Les écoles étaient fermées déjà et le confinement s'annonçait. Et clairement, c'est une semaine où la musique a perdu du terrain dans nos vies. On l'a vu directement sur les plateformes de streaming, sur Deezer, sur Spotify, qui sont les deux principales en France en termes d'usage et en termes d'abonnés, d'utilisateurs aussi. On a vu une chute des écoutes en volume d'écoute de l'ordre de 10 à 15%, 20% par moment, etc. C'est une chute quand même euh, très importante qui n'était jamais arrivé à aucun moment de l'existence de ces plateformes qui se sont lancées aux alentours de 2007. Tout simplement parce que, comment dire, cette première semaine, on a fait autre chose. On a fait les cours, comme vous voyez sur la photo. On était occupé à mettre notre vie en place et on était aussi très occupé à essayer de comprendre ce qui se passait. Et pendant que les écoutes chutaient sur les plateformes de streaming, l'écoute des radios d'information montait en flèche, radio FM, mais aussi accès aux radios en ligne. Via Deezer, par exemple, vous pouvez écouter des radios d'information sur Deezer, le flux, en fait. Et on a vu les flux des radios d'information et des chaînes de télé aussi vraiment monter en flèche de l'ordre de 10, 15, 20% d'écoute supplémentaire. Donc ça, c'était une semaine très, très, très bizarre, très, très particulière. Ensuite, on a une nouvelle normalité qui s'est installée. Et elle était, pour, pour moi qui suis les plateformes de streaming et surtout la façon dont on écoute, la façon dont les utilisateurs se sont saisis de ces plateformes de streaming, c'est ça qui m'intéresse le plus, plutôt que le chiffre d'affaires de Spotify, c'est vraiment l'écoute de la musique qui m'intéresse. Il y a une nouvelle normalité qui s'est installée, c'est-à-dire que chaque jour est devenu un dimanche, en fait. On a, sur les plateformes de streaming, ont disparu des écoutes, des moments d'écoute qui ont disparu de nos vies, tout simplement. C'est-à-dire que les plateformes de streaming ont acté, industrialisé et se sont formés autour de grandes logiques temporelles qui sont les grandes logiques de nos vies, c'est-à-dire qu'énormément de musique, de l'ordre de 40% de la musique sur une plateforme de streaming, va être écoutée le matin dans des moments de déplacement vers le travail, le soir dans des moments de retour vers le travail. C'est vraiment des piliers majeurs. Si vous réfléchissez à votre vie, personne ne découvre rien, mais voilà, c'est très très important pour une plateforme de streaming. Et d'ailleurs, les plateformes elles-mêmes amplifient encore, utilisent ce moment-là avec tout un tas de playlists pour les transports. Ou alors de playlists de sorte de motivation du matin, les fameuses playlists Garde la pêche, etc., comme si tous les matins on devait avoir la pêche en musique avec Deezer et Spotify. Donc énormément d'écoutes le matin, énormément d'écoutes le soir. Bien entendu, ces écoutes-là ont disparu pendant qu'on était confinés, vu que la grande majorité d'entre nous, des gens, ne se déplaçaient plus. Inversement, on a eu des écoutes qui se sont plutôt amplifiées le midi, entre 12h et 14h. On a eu un retour des écoutes et on a eu un déplacement des écoutes le soir où on avait un pic plutôt vers 17h, entre 17 et 18h, 18h30. Et là, le pic s'est déplacé vers 18h30, 19h, etc. Donc ça, c'est vraiment sur la temporalité des écoutes. Mais petit à petit, au fil du premier confinement et même ensuite dans le deuxième confinement, les volumes d'écoute sont plutôt revenus à une normalité habituelle en termes de volume. Hein. En fait, on a retrouvé la masse de musique que l'on pouvait écouter, mais à des moments différents. Et je vais vous expliquer après aussi que la musique elle-même qu'on a écoutée est devenue différente aussi. Malgré tout, comme vous le disiez, la musique est restée absolument essentielle hein, dans la vie de tout un chacun, heureusement. Il n'y a pas de raison qu'elle disparaisse comme pendant la première semaine où on était occupé à faire autre chose. Alors,
les chiffres des radios d'information, des télévisions d'information sont restés très bons pendant tout le premier confinement, même le deuxième, etc. Encore aujourd'hui, voilà, il y a eu une sorte de force de ces antennes-là qui ont capté du temps d'écoute de la musique, hein, quand même. Donc, on n'a pas retrouvé complètement le volume d'écoute précédent, mais ça a été compensé par d'autres phénomènes. Alors, je vous ai sorti un chiffre qui appartient au baromètre de la consommation numérique 2020 qui a été publié par la Hadopi il y a quelques semaines, qui fait son baromètre tous les ans. Voilà, et dans ce document, on apprenait que 84% des auditeurs de musique en ligne en ont écouté au moins une fois par semaine, 45% quotidiennement. C'est à peu de choses près les chiffres qui étaient donnés dans les études précédentes. On est dans le même ordre d'idées. Donc, pour vous dire qu'on a quand même retrouvé, on n'est pas resté dans des volumes d'écoute plus faibles. Voilà. Par contre, on a eu aussi un vrai déport des écoutes vers les services de vidéo, vers YouTube, via la télévision, c'est-à-dire toutes les radios auxquelles on peut accéder, les radios numériques principalement, auxquelles on peut accéder par les téléviseurs connectés, etc., ont aussi vu leurs chiffres progresser sensiblement. Ou alors, vous avez les consoles de jeux, les consoles actuelles permettent d'accéder aussi à des radios, voire à des services de musique, et c'est devenu des portes d'accès. Que ça dit concernant les consoles de jeux et concernant les télévisions, c'est que les foyers ont aussi cherché des nouveaux modes d'accès à la musique, et les foyers n'étant plus forcément équipés en chaîne hi-fi, en lecteur de CD, en platine vinyle, en tout ce que vous voulez, voire même en radio également. Ce n'est pas forcément une habitude chez tout le monde d'écouter la radio. Tout le monde n'est pas équipé de radio. Et en fait, il y a des écoutes qui se sont déportées vers les outils qui permettent d'émettre du son dans la maison, la télévision, la console de jeu. Ça a été des relais importants et qui ont aussi permis d'écouter beaucoup de musique. Dernier phénomène qui a compensé assez largement la chute du volume d'écoute petit à petit, c'est la hausse des abonnements aux plateformes. On a beaucoup parlé de la hausse des abonnements aux plateformes de vidéos en ligne, Netflix, OCS, etc., où il fallait bien occuper les longues soirées et les longs week-ends également, pendant le premier confinement notamment, mais aussi pendant le second, et puis en ce moment avec le couvre-feu. Et la musique a aussi profité, les plateformes musicales ont aussi profité d'une hausse des abonnements assez importante, hein. Le taux d'abonnés, encore une fois, d'après le baromètre de la consommation de la Hadopi, le taux d'abonnés à une offre de musique a augmenté de 4 points, et à 19% en France. On est assez en retard sur l'abonnement en France par rapport au grand marché dans le monde dont la France fait partie, habituellement dans l'histoire de la musique. Et voilà, on est à peu près sur 19%, mais plus 4 points, c'est une hausse assez importante. Donc, il y a quand même la crise a servi d'accélérateur, comme dans tous les secteurs. La crise a servi d'accélération vers la bascule, vers l'abonnement. Les plateformes de streaming ont aussi été extrêmement… elles ont beaucoup poussé l'abonnement, où il y a de la publicité, des promotions, etc., les abonnements famille, etc. Donc, elles ont joué leur carte dans ce jeu-là. Je voulais faire une slide sur le retour des formats physiques avec un point d'interrogation parce que je n'ai pas vraiment vu d'études. Si quelqu'un parmi vous en a vu, n'hésitez pas à me la pointer. Je n'ai pas vraiment vu d'études spécifiques sur les confinements et les formats physiques, mais moi, dans ma veille réseaux sociaux, sur les réseaux, etc., dans les discussions autour de moi, mais surtout sur les réseaux sociaux, on a vu des gens dire ouais, je me suis remis, j'ai ressorti des CD, j'ai ressorti des vinyles, j'ai eu plus de temps pour écouter mes disques à la maison, mes disques, mes CD, mes vinyles, que j'achète de temps en temps, mais je n'avais pas forcément beaucoup de temps de les écouter. Et là, j'ai eu le temps de passer du temps avec ces formats-là. Et dans le même temps, des plus jeunes, des étudiants notamment, qui sont massivement retournés chez leurs parents, notamment les étudiants d'Île-de-France, des grandes villes, sont retournés chez leurs parents pendant le premier confinement. Et pareil, on a vu passer pas mal de témoignages sur des jeunes personnes qui
passaient du temps avec la collection de disques de leurs parents, redécouvraient des choses, découvraient des choses, utilisaient pour la première fois une platine vinyle, redécouvraient une platine CD, etc. Enfin voilà, des formats, des habitudes d'écoute qu'ils avaient soit abandonnées, soit jamais vraiment eues, selon leur âge, en vivant seul ensuite. Et voilà, donc c'est une question. Quelle a été la place des formats physiques pendant ces confinements? Alors, chez les gros utilisateurs de disques physiques, c'est évident, il y a eu plus de temps à la maison. Ça veut dire plus de vinyle, plus de CD aussi, aussi probablement plus de streaming. Mais voilà, pour vous parler de mon cas, effectivement, j'ai écouté moins de streaming parce que j'étais en réunion toute la journée, alors que d'habitude, j'écoute plutôt de la musique en streaming pendant la journée. Et du coup, le soir, beaucoup plus de CD, beaucoup plus de vinyle, etc. On avait plus de temps. Cette constatation un peu empirique est confirmée, en tout cas par un premier chiffre, qui est un chiffre de Discogs, la plateforme de vente de disques d'occasion et neufs, mais qui est aussi une base de données évidemment précieuse, qui expliquait qu'entre mai 2019 et mai 2020, les ventes de format physique ont fait plus de 33% sur sa plateforme, principalement pour le vinyle, mais le CD et la cassette ont aussi profité de ça. Il vous reste 5 minutes. Très bien, je vais faire ça, ira. On a aussi écouté différemment la musique. Les internautes étaient moins à la recherche de nouveautés. On était moins disponible pour la nouveauté, on avait moins la tête à ça, on avait moins la tête à faire la fête, on avait moins la tête à être chez des amis, etc. Et évidemment, donc, on a eu sur les plateformes un retour vers deux refuges. D'un côté, ce qu'on appelle dans le jargon des plateformes la mood music, c'est-à-dire toutes ces playlists qui sont censées accompagner nos vies. Ça peut être faire le ménage, l'apéro, prendre le métro, dîner entre amis, etc. Donc, on a eu un gros retour vers ce mood music. Et vous voyez, Deezer a fait tout un écosystème qui s'appelait à la maison, on reste à la maison, ça a un peu changé de nom selon les semaines et les mois, avec des playlists un peu confort, voilà, cosy acoustique, etc. Voilà, il y a eu une demande. Alors après, c'est toujours l'œuf et la poule, hein, la demande a nourri les plateformes qui ont elles-mêmes nourri la demande, etc. On ne sait plus vraiment. Voilà. Ensuite, on a eu une hausse des écoutes du catalogue, donc les œuvres qui ont plus de 3 ans. Alors, c'est pas un retour vers les gold extrêmement puissants, mais on a eu comme ça une augmentation. Spotify avait sorti des chiffres en expliquant notamment que Téléphone a vu son nombre d'écoutes multiplié par 2 entre 2019 et 2020. Alors, je relativiserai quand même parce que probablement qu'il y a eu que le catalogue de Téléphone a aussi été poussé par le label à des moments, etc. Donc, c'est difficile de voir qu'est-ce qui appartient au confinement ou pas. Mais on a vu quand même globalement sur les œuvres du catalogue plus d'écoute. Voilà, on est allé rechercher peut-être un peu plus de confort dans ces petits classiques personnels. Chacun est allé faire ça. Ensuite, dernier impact, c'est plus pour ouvrir ce moment-là, les confinements, l'année 2020 qu'on a vécu, et 2021 encore, hein, parce que tout ça continue, nous a rappelé que la grande majorité des artistes aujourd'hui vivent de la scène, vivent du live, des revenus des tournées, en fait. Et le fait d'être privé de tournée, ça a révélé aux médias, mais aussi à plein de gens qui sont dans le secteur de la musique, ça a rappelé à tout le monde que le streaming aujourd'hui n'est pas un système suffisamment rémunérateur qui permet aux artistes de vivre, et que l'économie de la musique qui aujourd'hui est basée sur le streaming, hein, qui domine les revenus et les écoutes du secteur de la musique aujourd'hui ne contente pas tout le monde. Voilà, pour le faire court, je ne rentre pas dans un débat qui pourrait nous occuper pendant à peu près 4 heures, mais en tout cas, ça a fortement relancé cette question de la transformation du modèle économique du streaming, de changer ce modèle qui, globalement, donne une prime aux vainqueurs et minore beaucoup de niches musicales, qui a tendance à suramplifier la production de ce qui marche
Ça se trouve être du rap en ce moment, ça ferait une autre musique à un autre moment, évidemment. Mais voilà, on a eu comme ça un grand débat qui s'est installé. Il y a eu une étude du Centre national de la musique sur la transformation du modèle économique du streaming il y a quelques semaines, qui est un événement important au niveau français et au niveau européen sur le secteur. SoundCloud a commencé à bouger dans le domaine. Voilà, le débat est posé. Il a été fortement accéléré par cette année sans concert. Et on en est là aujourd'hui. Voilà, je mentionne au passage Bandcamp pour finir, qui est devenu un peu le sauveur, un peu le chevalier blanc pendant ces mois de confinement pour essayer d'aider le monde de la musique indépendante à aller un petit peu moins mal, on va dire, pendant que les internautes étaient confinés et que les artistes eux-mêmes étaient confinés. Voilà. Merci, j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Non, c'est parfait. J'ai essayé de condenser beaucoup de choses, mais je voulais essayer de faire un petit round-up sur tout ça. Merci. Merci beaucoup, Sofiane. Oui, j'avais oublié de dire qu'on a une maîtresse du temps au taquet, Amandine, mais qui permet que tout se passe bien. Mais merci beaucoup. Je pense qu'Amandine a pris les questions. On y reviendra. Il y a quelques remarques au sujet de… Bon, on reviendra sur ces questions à la fin. Merci beaucoup. Maintenant, je vais passer la parole à Adrien Romeden, j'espère que je prononce bien, qui est bibliothécaire musical en Suisse, mais qui aujourd'hui va nous parler en tant que directeur artistique de l'association 45 Tours, dont je disais cette association qui est bien connue, je pense, par beaucoup de bibliothécaires musicaux, puisqu'elle permettait d'accueillir des groupes sur des formats totalement adaptés aux bibliothèques, aux médiathèques, et qui va se faire porte-parole, je pense, avec des exemples précis de comment ces musiciens ont vécu le confinement, vivent le déconfinement et puis surtout le non-accès à la scène, au spectacle vivant. Alors là, pour le coup, même si les bibliothèques ont réouvert et qu'on essaie de faire des choses, tout ça n'a pas repris. Écoutez, Adrien, c'est à vous. Alors, Adrien, on ne vous entend pas, par contre. Il faut enclencher votre micro. Peut-être comme ça, c'est mieux. Voilà, tout à fait, merci. Super, merci à vous. Je vais juste essayer de partager le bon écran. Voilà. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Adrien Romeden et je voulais tout d'abord remercier la CIM pour l'invitation et l'organisation de ces rencontres nationales. Dans le cadre de cette journée ayant pour thème musique, Covid et bibliothèque, quel impact? Je vais vous parler plus précisément du sujet les musiciennes, les musiciens et le confinement en prenant le cas des artistes de l'association 45 Tours. Cela tombe bien car je suis le fondateur de cette association qui est née en 2007. Vous pouvez apprécier ici la page d'accueil du site. Cette structure à but non lucratif a pour mission de promouvoir et de diffuser des artistes dans les médiathèques des pays francophones. Avec 45 Tours, nous soutenons et diffusons plus de 40 artistes. Une centaine de rencontres en médiathèque sont organisées chaque année sous forme de mini-concerts discussions, de lectures musicales, de concerts dessinés, de conférences et d'expositions. Pour répondre à la thématique posée, j'ai demandé aux artistes de répondre à 2 questions. Et vous avez ici justement la photo de classe de celles et ceux qui m'ont fait un retour. À noter aussi les réponses reçues hier de Kent, de Claire Diterzi et d'un invité d'honneur en la personne de Dominique A. Voici les 2 questions posées aux artistes. Comment vis-tu ce confinement du point de vue de la créativité? Les points négatifs en espérant que les points positifs existent aussi. Et le côté financier, à savoir comment ils pouvaient se rémunérer. Pour la première question, j'ai réalisé un nuage de mots qui reviennent souvent dans les réponses. Les mots écrits évidemment en plus grand étant bien sûr ceux qui ont été le plus fréquemment utilisés. Et à la lecture des textes reçus se dessinaient des fragments de journaux intimes. Donc abordons déjà dans un premier temps, les points négatifs. Beaucoup, surtout pendant le premier confinement, étaient en panne totale d'inspiration. Federico Pellegrini, Lonesome French Cowboy à la scène, écrit « J'ai travaillé sur de vieilles choses, un peu comme Orange sa chambre ou le grenier, en mode testamentaire. » Albin de la Simone poursuit « Cette période a totalement bloqué ma créativité en termes d'écriture en tout cas. En gros,
Pas de scène, pas de public en chair et en os, pas de raison de chanter, pas de raison d'écrire, pas d'inspiration. Beaucoup se retrouvent dans cette situation de sidération. Strandidors ajoute « Je pense que pour certains, c'est l'occasion de se recentrer, de prendre le temps de la découverte. Pour moi, je ne cache pas que c'est l'assèchement total. Je réalise à quel point ma musique naît du voyage, de l'échange, de l'interdisciplinarité. Ouf. L'immobilité n'a jamais été trop mon truc. Là, c'est vraiment la punition. Soyons francs. » Xavier Plumat a également besoin de mouvement pour écrire, de rapport aux autres, de questionner le vivant. Florent Marchais aborde le sujet des concerts. Depuis quelques mois, je vis beaucoup moins bien cet arrêt des concerts. Je devais repartir sur les routes en mars. Une vingtaine de dates ont été annulées. On est dans le stop and go permanent. Il est déjà très difficile de se projeter habituellement quand on fait ce métier, mais alors là, c'est pire que tout. Que se passera-t-il quand l'année blanche sera terminée? Alors peut-être que plusieurs d'entre vous se demandent ce qu'est l'année blanche. Emmanuel Macron a annoncé en mai 2020 une année blanche, c'est-à-dire que la prolongation des droits d'indemnisation pour les intermittents du spectacle sont effectifs jusqu'au 31 août 2021, même pour celles et ceux arrivant en fin de droit avant cette date. Nous fermons la partie des points négatifs pour nous diriger vers les points positifs, et heureusement, il y en a. Steve Waring vit le confinement assez sereinement car il habite une maison à la campagne, très loin de la grande ville de Lyon. Alexis HK ajoute « Ce confinement n'a pas été inhumain pour moi car je vis dans un endroit un peu pré-confiné. J'en ai profité pour travailler ma guitare, c'est toujours ça de prix. » Pour sa part, Stéphane Bloch jouit du fait que, je cite, « Le confinement ne touche pas directement à ma créativité car je bénéficie de plusieurs endroits où aller travailler, créer. Je dirais presque au contraire. Les enjeux actuels et la singularité de ce que nous vivons stimulent l'imaginaire et apportent du propos, de la matière. » Kent complète, « La créativité n'est parasitée par aucune des distractions habituelles. Elle reste la meilleure des évasions. Ce repli sur soi plutôt, ce repli sur soi pousse à faire le ménage non seulement dans la maison, mais aussi dans la tête. » Arnaud Catherine est un auteur, mais je voulais quand même connaître son expérience, que voici. En tant qu'auteur et non musicien, en effet, la question à laquelle je peux répondre concerne ma façon de vivre ces moments de confinement. Même si un auteur vit souvent confiné, seul chez lui à travailler, cette année aura quand même été très spéciale et angoissante. Moralité, j'ai fui dans le travail. Je crois n'avoir jamais autant écrit. Moi, écrire et lire a été ma façon de fuir la peur, l'isolement. Et c'est grâce au projet d'écriture que j'ai poursuivi ou lancé pendant le premier confinement que j'ai tenu. Bon, à présent, je prie pour que la vraie vie revienne. Nathalie Tual et Sears s'accordent à dire que la situation n'a pas altéré l'inspiration. Ce dernier précise qu'il y ait confinement ou pas, j'écris et compose. Des idées, des projets naissent tous les jours, et c'est l'espoir et le travail de la matière au quotidien qui fera que l'un ou quelques-uns d'entre eux se concrétiseront. Notre invitée spéciale, Dominica, apporte son expérience. Personnellement, je ne le vis pas trop mal, car j'avais de toute façon prévu un retrait de la vie publique jusqu'en 2022. Retrait que j'ai finalement rompu en 2020 à la faveur du contexte, en faisant un disque basé sur le ressenti que j'avais de celui-ci. Je ne me suis pas senti bloqué créativement, au contraire, ça m'a permis de partir sur autre chose que ce sur quoi je travaillais et sur lequel je bloquais. Pour finir, je dirais que je ne souffre pas trop de ne pas être sur les planches, puisque je m'étais programmé pour avant la pandémie. La scène, contrairement à la majorité de mes confrères et à la perception qu'ont les gens de ce que je fais, reste secondaire pour moi, car c'est un lieu de réinterprétation, et je préfère le processus de création quand les choses naissent. J'aime davantage la scène pour tous les à côté, l'ambiance de tournée, l'ambiance dans les coulisses, l'alcool, la fatigue un peu béate et les rigolades avec mes camarades. Ce qui me manque le plus actuellement, c'est le coude sur le comptoir en bonne compagnie. Pour le reste, lire, écouter et faire de la musique me suffit. Ces confinements sont perçus par une grande majorité des artistes aussi comme un passage en suspension. Raoul Vignal nuance. Le premier confinement aura été synonyme d'un certain lâcher-prise sur le monde de la musique et les réseaux sociaux.
Une période plutôt calme qui m'a fait du bien, qui m'a permis de me recentrer sur moi-même après plusieurs années très occupées. Je me suis coupé du flot d'informations, je me suis attelé à l'écriture de nouveaux morceaux, à mon rythme, adopter un train de vie plus sain. Florent Marchais explique pourquoi il se sent protégé. J'ai plutôt bien vécu le premier confinement et pour cause, j'ai réalisé que le fait d'avoir diversifié mes activités depuis plusieurs années avec les musiques de films, la réalisation d'albums et l'écriture d'un livre, ce qui est à la base un choix artistique, me permettait de ne pas me retrouver démuni dans un pays à l'arrêt. Stéphane Bloch ouvre une piste de réflexion. L'expression des artistes ne doit pas dépendre ni des producteurs ni de l'économie du marché. Elle doit trouver d'autres formes pour continuer à s'exprimer envers et contre tout. Et c'est à nous, artistes, de proposer, d'inventer, de résister. Le monde d'avant n'était pas si extraordinaire, peut-être moins déroutant, mais pas extraordinaire pour autant. Alors, on va laisser la parole à Lise Chéral et Mathieu Bogart, qui nous ont fait la surprise de répondre oralement. Bonjour à tous, c'est Lise Chéral en direct de mon bureau, d'où je sors très très peu en ce moment. Alors malheureusement, je fais partie des personnes qui n'ont pas vraiment réussi à créer durant le confinement. Parce que, surtout pendant le premier, parce que j'étais assez déprimée hein, et très seule, comme tout le monde. Donc j'avais pas vraiment le cœur à créer des morceaux et du contenu pour diffuser sur Internet. À ce moment-là, je faisais plutôt du jardinage sur mon balcon parce que j'avais comme projet d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. J'ai pas réussi, mais c'est pas grave. Au point de vue de la créativité, je ne peux pas répondre à cette question. La créativité, c'est quelque chose qui va, qui vient. Je n'ai aucune prise sur mon inspiration. D'où vient-elle? Pourquoi écris-je comme ça plutôt qu'autrement? Et aujourd'hui plutôt que demain? J'en ai aucune idée. Si je fais la somme des idées qui me sont venues pendant le confinement ou avant, je ne peux pas pour l'instant établir une quelconque conclusion. Donc non, par contre, tous les sentiments que j'ai pu ressentir dans cette situation vont forcément se retrouver en chanson un jour, sachant que mes chansons ne sont que la formulation de mes sentiments. Maintenant, nous abordons brièvement la question financière, à savoir comment les artistes se rémunèrent-ils. Un nuage de mots présente à nouveau les termes les plus utilisés lors des réponses données par les artistes. Quasiment tous les Il artistes... vous reste 5 minutes. C'est parfait. Merci beaucoup. Quasiment tous les artistes de 45 tours sont intermittents du spectacle, à 3 exceptions près que nous aborderons après. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'année blanche qui permettait aux intermittents de prolonger leurs droits aux indemnisations. Florent Marchais peut compléter cette aide grâce à des projets musicaux qui lui ont été commandés par d'autres artistes. Albin de la Simone fait de même. Il reçoit aussi des droits d'auteur provenant des ventes d'albums. Albin dessine aussi. Récemment, il a honoré une commande d'illustration de timbres pour la Poste. Pour sa part, Sears, qui n'est pas intermittent, a un emploi d'animateur périscolaire. Il ajoute « Mes cours particuliers de ukulélé m'ont permis de mettre du beurre dans les coquillettes. » Federico souligne que les aides prolongées étaient incontournables, sinon il aurait pensé, malheureusement pour nous, à une reconversion. Robbie, malgré les aides, a dû déménager. Un coup dur. Titi Robin compare ses revenus avec ses collègues avec qui il travaille régulièrement en Inde, au Maroc ou en Turquie. Et c'est bien simple, les artistes de ces pays n'ont aucune de ces aides. Françoise concède s'en sortir aussi parce qu'elle ne vit pas seule. Steve Waring, ayant l'âge de la retraite, cumule aussi les royalties de ses ventes d'albums. À côté des intermittents, nous avons 4 artistes
qui sont salariés par une association ou une compagnie. Ils bénéficient alors du chômage partiel. Relaissons la place à notre traditionnel rendez-vous avec Lise Chéral et Mathieu Bogars qui vont conclure sur ce sujet. Financièrement parlant, moi je suis intermittente du spectacle, donc je touche le chômage en ce moment, mais comme avant finalement. La seule différence, c'est que maintenant je touche du chômage tous les jours et je touche plus jamais de salaire. Et là, je pense que quand les droits d'auteur vont arriver, ils vont être assez proches en tout cas pour ma part, de zéro, parce que les droits d'auteur qui vont arriver bientôt, ça va être les droits de la diffusion de la musique de l'année dernière, en gros. Et l'année dernière, comme tous les concerts ont été annulés, ma musique, en tout cas, n'a pas du tout été diffusée, car elle est principalement et quasiment exclusivement diffusée lors de mes propres concerts, car je ne passe pas à la radio. Donc je pense que oui, mes droits d'auteur vont être quasi nuls cette année. Mais ce n'est pas grave, car je suis en bonne santé. Je suis plutôt, même si je suis une cigale qui chante, je suis une fourmi qui met de l'argent de côté. Et mon angoisse depuis que je suis professionnel, c'est d'un seul coup d'être dans le besoin et de devoir faire autre chose que de la musique. Donc depuis le début, j'ai toujours mis beaucoup d'argent de côté et j'ai toujours vécu au-dessous de mes moyens. Donc cette situation ponctuelle cette disette ponctuelle n'a pas eu beaucoup d'incidence sur mes économies. Et je suis rarement, j'aime pas trop compter en général sur les autres pour m'aider ou sur les institutions. Donc elles ont proposé des choses, mais que je me suis pas vraiment penché dessus. Pour conclure, je tiens à remercier vivement les artistes d'avoir répondu sans filtre à ces questions. En guise de remerciement, vous trouverez une petite liste de courses musicales sur cette diapositive. N'hésitez pas à mettre ces albums dans vos paniers de commandes, car sans eux, nous ne serions pas là. C'est le moment de les soutenir. Et je laisse bien sûr le mot de la fin à notre célèbre duo. C'est le moment de faire de la promotion. Des centaines de médiathèques seront à l'écoute, à l'écoute, à l'écoute, à l'écoute. Et voilà. Et je me fais une joie de jouer dans les médiathèques parce que j'adore cet exercice. Merci, au revoir. Et j'ai hâte de pouvoir revenir jouer en médiathèque très prochainement. À bientôt. Merci pour l'attention et à tout bientôt. Merci beaucoup, Adrien, et merci en effet à tous ces artistes qui ont joué le jeu de répondre. Ça va être une transition toute trouvée, ces derniers mots, puisque moi, à la Médiathèque musicale de Paris, je travaille au pôle action culturelle, et en fait, notre principal travail en ce moment, ça a été de déprogrammer des concerts, de les reprogrammer, de proposer des versions en ligne, ce qu'on essaie de faire pour pouvoir rémunérer ces artistes. Et donc, évidemment que le spectacle vivant fait partie aujourd'hui de la place de la musique en bibliothèque. Je pense que les plus de 200 personnes, 237 personnes qui suivent ce séminaire en sont convaincus. Je vais passer la parole à Anne-Laure Charrier, donc, qui est la directrice de la Médiathèque musicale de Paris, qui a pris ses fonctions il y a quelques mois, qui est arrivée donc dans un établissement comme bien d'autres secoué par ces questions sanitaires de près, de tout ce que ça implique. Et je vais lui laisser la parole pour faire un peu un état des lieux et voir comment un établissement comme le nôtre, qui est un peu particulier puisqu'il se consacre uniquement à la musique, mais justement en première ligne sur ces questions, a essayé de naviguer dans ces eaux troubles. Je vous laisse la parole, Anne-Laure. Merci Damien, bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai pris mes fonctions à la médiathèque il y a quelques semaines, 1er février très précisément, donc c'est tout à fait récent. J'étais dans une autre bibliothèque de la ville de Paris, une bibliothèque d'art, donc effectivement au cœur de cette tourmente. Donc, Covid et bibliothèque et Covid, je voudrais juste rappeler, peut-être en préambule, puisque là, on va être un peu plus concret par les terrains,
que dans les bibliothèques, vous l'avez tous expérimenté, on a un double enjeu. C'est d'abord rouvrir l'établissement après le premier confinement et le garder ouvert malgré les sinusoïdes de la pandémie, et conserver le lien avec le public et faire revenir le public sur site. Donc, sans être trop longue, ouvrir l'établissement, ça veut dire quand même s'adapter à diverses consignes très évolutives avec des équipes qui, comme nous tous, sont personnellement touchées par la situation. Donc, de fermeture en réouverture partielle, en changement d'horaire, en mise en place de circuits d'accès aux documents particuliers, du click and collect, et puis pour couronner le tout, pour la médiathèque musicale au cœur du Forum des Halles, avec la fermeture du Forum des Halles, donc un isolement de plus en plus sensible. Il y a évidemment une grande gageure, et il y a aussi un rôle essentiel entre le chef d'établissement, entre le management et ses équipes, c'est d'avoir beaucoup d'écoute, d'être vraiment sur le terrain pour que finalement, en toute confiance entre les uns et les autres, on arrive à assurer la sécurité des agents et donc l'ouverture de l'établissement. Donc, malgré tout, dans toute cette crise, on ne l'a pas trop dit, donc je vous allais quand même le rappeler, les mois passés ont été quand même un travail collectif pour faire en sorte que l'établissement soit mis en conditions d'ouverture. Et conditions d'ouverture et d'accueil du public dans une maladie où le danger, c'est l'autre. Et la protection, c'est un masque, des plaques de plexiglas. Donc, on est un peu face à une contradiction grandeur nature. Malgré tout, en effet, les bibliothèques ont réussi à remporter ce défi. Et effectivement, au niveau des sphères professionnelles, on n'a pas eu de cluster déclaré. En tous les cas, à la ville de Paris, ça se passe quand même très, très bien. Mais je pense, grâce à tous ces équipements sanitaires, toute cette confiance qu'il y a dans les équipes et cette volonté justement d'assurer une diffusion culturelle, puisque la bibliothèque, c'est un lieu de diffusion culturelle, et une bibliothèque musicale, une double diffusion de culture et de musique. Le public, en effet, a vite retrouvé le chemin des établissements. Donc, je n'ai pas de chiffres. Donc, je ne sais pas, Jérôme citait en préambule que ça pouvait se situer entre 50 et 70% de présence du public. À la médiathèque, ce qu'on a constaté avec la fermeture du Forum des Halles, qui est évidemment un nouveau handicap, au moment des vacances de février, là, c'était extrêmement calme. Puis le public est revenu fin février. Là, depuis la deuxième quinzaine de mars, on retrouve un niveau, oui, il est peut-être aux alentours de 70%, je pense. Il y a quand même une fréquentation très, très honorable et un vrai désir du public. Ce qui a beaucoup souffert, évidemment, c'est l'accueil du public sur place, non pas pour la salle de prêt, puisque la médiathèque est une bibliothèque qui prête énormément, mais le travail sur place. Le travail, les écoutes et peut-être les échanges pendant ces écoutes, puisque on a dû fermer notre salle de documentation qu'on a transformée en salle de quarantaine. L'auditorium s'appelle la salle écoute et découverte, a vu ses postes espacés, ses ambiances de un peu détente, accueil évidemment interdit. Et toute l'action culturelle a été, dans un premier temps, déprogrammée. Donc, évidemment, un crève-cœur, un peu une perte d'audience, mais c'est sans compter, évidemment, l'énergie des bibliothécaires qui savent se réinventer. On a un rôle essentiel en matière de communication, donc en termes de newsletter, de communication sur les réseaux, c'est cette médiation numérique informative qui existait déjà, avait évidemment joué en premier lieu son rôle de rappel de notre ouverture, de notre présence et des petits changements et des adaptations qui ont dû voir le jour. Le premier service qui a été mis en place, c'est le click and collect, donc une façon de réserver les documents pour que les usagers aient encore accès à l'emprunt des documents, mais sans pouvoir pénétrer vraiment dans l'établissement. C'est quelque chose quand même assez efficace, mais pour autant très lourd pour les équipes. Donc, on est assez vite repassé à la formule classique du prêt. Et en réouvrant le prêt,
en février, puisqu'on a quand même une dizaine de mois d'habitude. Moi, j'ai fait réouvrir progressivement l'accueil des places en consultation pour la recherche, en pensant notamment aux étudiants de tous âges d'ailleurs, mais qui privaient des ressources immédiates pour une bibliothèque qui est aussi une bibliothèque spécialisée, qui a des collections abondantes de périodiques, des collections immenses d'enregistrements sonores. C'était évidemment une vraie perte de tenir le public à distance. Donc, on a la chance d'avoir une salle d'écoute assez vaste. On peut respecter très bien des jauges. Donc, on a réouvert modestement, mais un peu tout de même, l'accueil sur place. Pour les bibliothèques qui prêtent des instruments de musique, ce qui n'est pas le cas de la médiathèque, mais un bon nombre de bibliothèques du réseau parisien, c'est pareil. Les prêts d'instruments ont repris avec tout de suite une vraie réponse, une vraie attente du public. Donc, on sent à chaque fois que le public est présent, le public est même plutôt reconnaissant des efforts qu'on fait, de la diffusion qu'on peut lui apporter et répond. Donc, je vous parlais de la médiation numérique qui, à la médiathèque, existait. Et donc, c'est le moment où je vais partager mon écran. Donc, j'espère être aussi brillante que mes collègues. Voilà, normalement, mon PowerPoint. Voilà. Donc, pendant le confinement, est né un premier bulletin d'information. Alors là, c'est pour vous montrer, non, d'abord qu'effectivement, comme on a réouvert malgré les jauges et malgré tous les impédimenta et les handicaps, on recommence quand même l'étape de nouveauté en physique, en fait, en présentiel, sur diverses petites actualités du moment. Vous avez vu donc la journée de la femme et puis Piazzolla. Mais pendant le confinement, en plus des newsletters, nos collègues ont imaginé un bulletin d'information. Donc, j'ai lu à travers le chat de la CIM que nous ne sommes pas les seuls. Donc, on ne lui a pas donné de petit nom de baptême comme dans le Sud où il y en a un, on vous dira, qui s'appelle Bim Bim. Nous, pour l'instant, il s'appelle Sélection musicale. Et c'est un peu les coups de cœur, mais aussi divers genres musicaux associés à une playlist et associés à un référencement dans nos catalogues, ce qui fait que voilà, c'est un appel, une main tendue tous les mois au public pour découvrir que nos collections continuent de s'enrichir, continuent les acquisitions de CD, de vinyles, de livres, continuent avec à chaque fois beaucoup d'originalité, beaucoup de petites niches qu'on affectionne particulièrement, et donc une sélection mensuelle. Autre rendez-vous, ce sont finalement la dualité des actions sur place et des actions en ligne. Et donc, on a décidé de le faire savoir et de profiter de notre devanture pour éditer des affiches de nos rendez-vous en ligne. Donc, ces rendez-vous en ligne, quels sont-ils? Ils sont toutes les créations qui sont nées en effet avant, pendant le confinement, qui étaient en germe auparavant pour promouvoir nos ressources musicales. Et donc là, en fait, à tout seigneur, tout honneur, c'est la création de Damien sur les mix 78 tours, mais surtout, en fait, finalement, sur cette série d'événements qu'on tâche de promouvoir, la médiathèque musicale en ligne, qui fait pendant à la médiathèque musicale en live. Donc, avec des créations musicales, avec des expositions qui, évidemment, n'ont pas pu connaître toute leur ampleur et qu'on a, pour partie, fait vivre sous format numérique. Donc, les vinyles, qui étaient une exposition sur plusieurs sites autour du Forum des Halles, mais aussi nos fameux concerts. Donc, en attendant de pouvoir réinviter le public au concert, il y a des artistes courageux qui ne se sont pas décommandés, qui ont honoré leurs engagements. Donc, ici, c'était les Voix du Béarn, de la Bigorre à Vox-Biguery, qui ont été enregistrées sur place et diffusées en ligne, avec le double bénéfice de pouvoir être écoutées et réécoutées. Les conférences, ces colloques, tous les séminaires qui sont donc une des
principales activités de l'action culturelle, de ces rencontres, ces thématiques, ces débats autour d'un aspect particulier de la musique. Là, c'est pareil, notre équipe de l'action culturelle a brillamment pu faire ces séminaires en webinaire finalement, avec un invité qui s'est prêté au jeu du Zoom et qu'on peut réécouter. Et puis, voilà, là, tout récemment, c'était samedi dernier, des ateliers d'écriture de chansons avec son smartphone, où l'artiste a lui aussi accepté le jeu du distanciel en étant invité à la médiathèque et en communiquant, en guidant dans cet atelier les inscriptions virtuelles, les inscriptions en ligne. Et puis malgré tout, comme on ne désespère pas, on a une première exposition, un accrochage plus exactement, puisque voilà, c'est la première petite dérogation qui est offerte aux bibliothèques de la ville, toujours dans le respect des jauges, mais de pouvoir avoir un accrochage sur place et des petites vitrines d'exposition. Donc, pour honorer là aussi une manifestation qui nous tenait à cœur pour célébrer Africa 2020, en 2021, on a un bel accrochage de photos d'un photographe qui montre la vie de ce groupe ougandais Nyege Nyege, qui est porté par son label. Donc, on a une première petite manifestation sur place d'exposition d'objets et de photographies. De même que sur place, voilà, j'en ai fini avec les images. Sur place, vont reprendre les collectifs, vont reprendre aussi des partenariats. Donc, on a quand même l'espoir de voir un petit peu la musique reprendre vie et pied dans la médiathèque en live, en ayant développé malgré tout ces rendez-vous en ligne et qui sont peut-être pour nous une des voies d'avenir. On a évidemment des partenariats avec le public scolaire, avec le public associatif. On fait des mixtes, en fait. Il y a quelques personnes qu'on peut accueillir à la médiathèque. Pour l'instant, c'est beaucoup les équipes avec les documents qui partent en ambassadeur dans les collèges, par exemple, avec lesquels on a des partenariats. Mais voilà, le développement, donc cette action culturelle numérique existait déjà. On a développé davantage. On veut capitaliser évidemment sur notre site, notre blog WordPress en concentrant toute l'animation, toute l'activité, toutes les ressources que la médiathèque propose, innove et développe pour finalement vaincre cette crise du Covid par cette double entrée, des propositions sur place, du contact avec les collections, l'équipe d'experts qui anime la médiathèque, mais aussi évidemment toutes ces richesses qui sont proposées sous un format numérique pour continuer à ce que le public trouve sa part d'intérêt et sa participation avec nos expériences à nous. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant sur la médiathèque partant de Covid. Merci beaucoup, Anne-Laure. J'espère que avec ce tour d'horizon, on a pu pas forcément répondre à des questions, parce que les réponses, on les fabrique tous en ce moment, et ceux qui ont été invités aujourd'hui, mais je suis sûr, les 200 personnes qui nous écoutent, on essaie tous de trouver des solutions. Simplement, en guise de, pas de conclusion, mais on se rend compte de deux choses, c'est que finalement, en effet, les bibliothèques sont un peu, je leur rappelle, à l'avant-garde de la réouverture, au vrai sens du terme. En tout cas, les musées sont fermés, les salles de spectacle sont fermées, les bibliothèques, elles, sont ouvertes et s'organisent pour continuer d'une part leur service et innover pour pallier en fait à ce manque de culture. Et c'est vrai que par exemple cet accrochage, ça risque peut-être d'être une des rares petites expositions à accrochage photographiques de culture qu'on va pouvoir voir bientôt. De la même manière, l'autre, c'est j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé de musique dans les médias généralistes, tous les jours, que depuis qu'il n'y a plus de spectacles vivants. J'ai l'impression que les informations, et au-delà des rips et des décès de grands musiciens, l'actualité musicale, on parle de musique tous les jours. Donc en fait, on se rend vraiment compte que voilà, on continue à avancer en tant que bibliothèque, à s'emparer de ces questions musicales, que les gens sont de retour pour le prêt de CD, et tout ça, c'est
un beau feu vert quand même qui nous encourage à continuer à défendre cette place de la musique en bibliothèque. En guise de conclusion, je vais laisser Amandine peut-être résumer quelques questions. Euh, voilà, J'ai noté quelques questions. Donc, pour Sofiane, est-ce qu'il y a un genre musical qui apparaît comme étant plus en hausse par rapport aux autres? Pas à ma connaissance de façon vraiment forte. Les genres, pendant les deux confinements, disons, les genres musicaux les plus écoutés sont restés les genres musicaux les plus écoutés, le rap, la pop internationale, etc. Mais on a eu une montée sur les plateformes de streaming, hein, en fait, des genres plus familiaux, on va dire, parce qu'on on s'est mis à écouter de la musique en famille. Donc, on a eu une montée de toute la variété, mais aussi, comme je disais, du catalogue, c'est vraiment les classiques, les Beatles, etc., France Gall, enfin vraiment tout cela a vraiment beaucoup monté. Et alors, si, il y a un genre qui a peut-être le seul genre qui a vraiment explosé pendant ce confinement, c'est vraiment toute la musique alors, l'ambiante dans le meilleur des cas, mais toute la musique de détente, toutes ces musiques qui sont à la limite de l'illustration sonore, vraiment, pour être zen en travaillant, en gros. C'est vraiment ça qui a vraiment beaucoup progressé pendant les confinements, parce qu'il y a des gens qui avaient besoin d'écouter ces musiques pour pouvoir travailler un petit peu paisiblement. ton micro, Amandine. Pardon. Quelles sont les années qui sont les plus recherchées? Toujours pour Sofiane. Je ne sais pas. Ça, je ne pourrais pas vous répondre. Il n'y a pas d'année particulière. Euh, on a eu une augmentation du catalogue. Alors, mais ça va aussi avec ce que je disais, en fait, là où le confinement a été un accélérateur dans la bascule des auditeurs vers des plateformes de streaming, puis éventuellement vers l'abonnement. Mais ça, c'est un autre sujet. On a vu vraiment sur l'année qui s'est écoulée, le streaming est devenu plus adulte. Donc, mécaniquement, on a des écoutes qui vont plus vers les années 80, 70, 60, etc. Donc, alors que les écoutes avaient tendance à être très concentrées sur les années 2010, 2000, éventuellement 90. Voilà, on a eu une bascule accélérée. Donc, voilà, je pense que toutes les années 60, 70, 80 sont celles qui ont le plus profité. Merci. J'avais deux questions pour Adrien. Donc, la première, c'est est-ce qu'il serait possible d'avoir une retranscription des artistes? Je suis désolé, parce qu'il y a une lévitation sur un mot, je n'ai pas entendu, pardon. Alors, est-ce qu'il serait possible d'avoir la retranscription des interviews des artistes? Ah oui, oui, oui. Bah, écoutez, je l'ai sur mes feuilles, évidemment. Là, c'est pour ça que ça aurait été un petit peu désagréable pour vous de me voir en train de lire, mais je peux tout à fait l'envoyer sur un lien que je vous communiquerai. Enfin, je le donnerai à votre équipe. D'accord, merci. La deuxième question, c'est comment les artistes ont-ils choisi ou non de proposer des concerts en ligne? Ah, c'est une bonne question, parce qu'en fait, la plupart ne l'ont pas fait. Il y a un détail que je n'ai pas dit, il y avait Tété, c'est l'exemple qui me vient, qui a justement, dès le premier confinement, vu qu'il se sentait seul chez lui, a pris sa guitare, a joué. Et puis d'autres personnes ont pris le relais. Il m'en a parlé justement, ont pris le relais. Il a enregistré un album complet autour justement de reprises. Est-ce que c'est vraiment un concert en ligne? En tout cas, pour les artistes de 45 tours, ce n'est pas une grande spécialité, les lockdown sessions. C'est exactement ça. Ouais. Mais ce serait mentir de vous dire s'ils ont fait des concerts en ligne, ça n'a pas été spécialement dans cette direction. D'accord. Ouais. Je crois qu'il y a un ovni qui est intervenu. Je pense que Xavier, ouais.
Je ne sais pas si on entend. C'est bon, ça s'est réglé. Très bien. Je passe à la question suivante? Oui. Oui, pardon. Désolée, il y a mon chat qui miaule à côté. Donc, c'est une question pour Anne-Laure Charrier. Donc, pour l'écoute de musique, c'est une question qui a été posée 2 fois en fait pendant le discours. Donc, pour l'écoute de musique dans les salles de lecture, comment faites-vous avec les casques? On les désaffecte. On est bien équipé, en effet, de matériel divers et variés. Gel hydroalcoolique, solution désinfectante. Donc, on fait tourner le matériel et on désaffecte. De même qu'on le fait pour les ordinateurs qui sont en libre service. Et on espace aussi les postes. En fait, on a diminué le nombre de postes d'écoute, ce qui fait qu'on accueille moins de personnes. On accueille moins de personnes en même temps. On espace davantage les postes qui sont pour une partie sur roulette, donc ça nous aide bien. Et puis, tout ce qui est casque est désinfecté. Très bien. Il y a une question. T'es figé, Amandine. Mince. Je remonte. Il y a une question pour Jérôme Belmont. Vous m'entendez? On vous entend, mais Amandine, on n'a pas entendu la question. Alors, la question, c'était, je crois, y a-t-il un plan d'aide dans l'après-confinement pour aider à organiser des concerts dans les médiathèques? Je crois que la question que j'ai vue sur le chat. Alors, il n'y a pas de plan spécifique en tant que tel. Néanmoins, on est tout à fait à l'écoute de projets qui naîtraient en ce sens. Et il y a plusieurs dispositifs financiers qui peuvent être mobilisés. Donc, je pense que le fait qu'il n'y ait pas de dispositif spécifique n'empêche pas les bibliothèques de faire des projets. Alors, il y a 2 types, me semble-t-il, de soutien possible. Au niveau national, il y aura un appel à projet l'été prochain qui va s'appeler normalement l'été culturel 2021. Je n'ai pas les dates à ce stade, mais qui peut aider des initiatives de niveau national. Donc, il y aurait un opérateur. Alors, quand je dis ça, je ne sais, je n'ai personne en tête, mais une association nationale qui porterait un projet autour de circulation dans les médiathèques pendant cet été d'artistes. Je pense que ça, c'est un projet qui rentrerait tout à fait dans le champ de l'appel à projet été culturel. Et je suis sûr que le ministère de la Culture, tant du côté des bibliothèques que du côté de la direction générale de la création artistique, qui suit les artistes et les musiciens, serait sensible à une telle proposition. Donc ça, c'est un schéma possible. Après, au niveau des petites bibliothèques dans les départements, un certain nombre de départements ont conclu avec l'État des contrats départementaux pour soutenir des animations culturelles. Donc là, il faudrait vous tourner vers votre bibliothèque départementale, la bibliothèque départementale de votre région, de votre département, directement, pour voir si elle a passé un tel contrat avec l'État et si dans ce cadre, elle ne peut pas vous organiser au niveau du département la circulation d'artistes locaux. Et de manière générale, et je ne vais pas être trop long, il ne faut pas hésiter à vous tourner vers la direction régionale des affaires culturelles si vous avez un projet particulier. Si c'est un projet à plusieurs, il y aura plus de chances d'être adopté, alors soit au niveau national, soit au niveau régional, soit au niveau du département. Mais on est tout à fait prêt à soutenir la présence des artistes, des musiciens dans les bibliothèques dès qu'on peut repartir. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps. Merci Jérôme. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps, mais il y a une discussion en cours là sur l'utilisation des pianos, enfin, ou des instruments de musique sur place. Oui, moi je viens de répondre. En fait, nous à la MMP, effectivement, on a arrêté la pratique amateur, le piano à disposition, etc. pour ces raisons évidemment de quarantaine ou des infections trop fréquentes.
on a conservé l'utilisation pour des types d'ateliers bien particuliers, en tout petits groupes et pour un type de public, notamment le public empêché, en fait, pour quand même conserver le lien avec ce public et l'ouverture que la musique peut apporter. Mais tout ce qui est pratique amateur, pour l'instant, a été arrêté. Pour ces raisons évidemment sanitaires. Il y a des questions sur est-ce que les produits désinfectants abîment le matériel. Moi, je n'ai pas encore assez de recul pour pouvoir dire oui ou non. A priori, quand même, c'est relativement agressif. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire oui. Quand on a effectivement pour les casques des petites bonnettes jetables, c'est plus idéal que des lingettes désinfectantes. Les casques, nous, ça fait partie du matériel qu'on change de toute façon très régulièrement. Donc là, je ne peux pas franchement dire s'il y a une accélération du renouvellement de matériel à cause des produits désinfectants. De toute façon, ils sont moins utilisés parce que le public sur place est quand même bien réduit par rapport à la situation classique, néanmoins. On est toujours à jauge, évidemment, très réduite par rapport à l'affluence normale. Merci. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Il y aura d'autres questions. Vous pouvez continuer les discussions sur la liste discothécaire.fr. Si vous êtes sur Facebook, il y a le groupe Musique en médiathèque qui est un lieu propice pour compléter ces questions. Il ne faut vraiment surtout pas hésiter. La plupart des gens de la CIM y sont. Et puis surtout, c'est l'occasion de discuter entre collègues, toujours en ligne malheureusement. Mais bon, c'est comme ça pour un moment. Il y a une autre question. Je me permets juste de savoir si la promotion des actions numériques fonctionne. C'est toujours, il y a des chiffres qui sont là. Il y a des centaines d'écoutes, quelquefois des milliers d'écoutes. Ça dépend des propositions. Mais quelque chose comme la proposition d'atelier d'écriture de chansons a été complète en même temps qu'il aurait été complète si on l'avait fait sur place, et ça a fonctionné. Alors certainement moins convivial, moins efficace que sur place, mais ça fonctionne. Idem pour les écoutes ou les remixes de 70 tours. Je vous invite à aller voir. J'ai vu qu'il y a des questions, mais c'est pas vraiment le lieu pour ça. Vous pouvez poser ces questions-là sur les listes de diffusion et le groupe Musique en médiathèque.